Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où pendant 2 heures vous pouvez parler de vous en toute liberté et en toute sincérité en appelant le 3921 où vous serez accueillis ce soir par Justin et Quentin sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Vous pouvez, si un thème, si un témoignage vous touche particulièrement, eh bien réagir à ce même numéro 3921 choix 1, je précise, sinon vous tombez sur le répondeur. Vous pouvez également nous envoyer vos réactions par courriel sur le site europe1.fr afin que je puisse les lire à l'antenne ou vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Nous sommes ensemble et en direct bien entendu jusqu'à 1h. Bonsoir Charlène. Bonsoir Caroline. Alors Charlène, vous avez 29 ans. Oui. Et vous aimeriez devenir mère porteuse. C'est ça, exactement. En fait, ça fait un petit moment que j'y pense. J'en avais déjà entendu parler, j'avais vu des reportages. Et c'est vrai que je me dis que ça peut être un beau cadeau que je pourrais faire à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant pour une raison ou pour une autre. Bon, alors je sais qu'en France, c'est pas possible, mais par contre, dans certains pays européens, voire même dans certains États des États-Unis, la loi l'autorise. Donc, c'est vrai que j'y pense de plus en plus, et puis je me dis que peut-être, je pourrais prendre contact. Je ne sais pas trop quelle démarche effectuer. Je me suis dit peut-être par Internet, il y a moyen de trouver des sites. Pour me mettre en relation avec des familles qui rechercheraient, par exemple, une mère porteuse. Et donc, j'aurais souhaité parler de ça avec d'autres auditeurs qui pourraient peut-être m'aiguiller, ne serait-ce que du côté de la loi. Je sais pas trop, parce que comme en France, c'est interdit. C'est interdit, oui. Bon, je me dis, par exemple, si je vais aux Pays-Bas, admettons que ça se fait là-bas. Est-ce que après, pendant la grossesse, j'ai quand même le droit de revenir en France? Enfin, il y a plein de choses que je ne sais pas et que j'aimerais qu'on m'éclaircisse sur le sujet. Alors ça, c'est d'un point de vue juridique. Seul un juriste, on peut peut-être nous écouter et nous téléphoner au 39 21. On peut lancer un appel. Il y a souvent des avocats, des magistrats qui pourraient nous appeler. Bon, après, cela dit, vous êtes enceinte, on n'ira pas vérifier pourquoi, comment, de qui vous êtes enceinte. Hein, ça ne vous empêche pas de revenir sur le territoire français. Mais d'un point de vue plus psychologique, moi, c'est quand même ce qui m'intéresse. Je ne vous cache pas. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme de 29 ans envisage de devenir mère porteuse? Alors, vous dites, ce serait un beau cadeau que je pourrais faire à un couple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez autour de vous été confronté à des problèmes dans votre entourage familial, de couples qui avaient des difficultés à avoir un enfant? Non, pas du tout. Ni dans la famille, ni mes amis, personne. Mais c'est vrai que... Vous avez vous-même des enfants? Non, je n'en ai pas et j'envisage d'en avoir, mais peut-être... Alors, vous savez que déjà, c'est une des premières conditions, Charlène. Il faut soi-même avoir des enfants. Maintenant, je ne sais pas si c'est la condition partout où ça se fait, justement. Ah oui, c'est une des conditions. C'est qui se comprend, hein. Ça paraît assez légitime quand même d'avoir déjà eu soi-même vécu cette expérience de la maternité. Alors, j'ai envie de dire de la grossesse et de la maternité. C'est deux choses différentes. Porter un enfant et puis après avoir un lien avec l'enfant, construire un lien avec un enfant. Parce qu'en fait, je me dis, c'est un peu comme si j'allais être la première maison de cet enfant, comme si je lui offrais un peu une maison pendant 9 mois. Certes. Mais si vous voulez, c'est une garantie
que l'on met en place parce que justement de cette maison dont vous parlez, finalement, c'est pas neutre non plus. Il y a aussi, alors il y a des femmes qui arrivent, et en général les femmes qui sont mères porteuses arrivent à bien dissocier, à faire la part des choses, sinon elles ne pourraient pas se séparer du bébé qu'elles ont abrité pendant 9 mois dans leur corps. Donc c'est vrai qu'en général, elles se sont réalisées à travers dans leur maternité, mais on ne prendrait pas le risque. C'est quand même une des garanties. Ça ne veut pas dire que il ne peut pas y avoir. Je ne sais pas, on n'a pas d'exemple en tête. J'ai pas d'exemple là en tête, mais je ne sais pas si ça a pu arriver que des mères porteuses décident finalement, disent je ne peux pas. Au fond, au dernier moment, je ne peux pas me séparer de cet enfant que j'ai porté. Il y a certainement des recours possibles, mais si vous voulez. Une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant et prendre le risque de porter cet enfant et puis après de le confier à un couple, on peut considérer que ça peut être difficile. Même si au fond, on sait aussi qu'il y a des femmes qui aiment profondément être enceintes et pas forcément après avoir un enfant, qui dissocient les deux choses, hein. Mais bon, moi, je m'étais dit que je réussirais à ne pas m'attacher, puisque j'ai dans l'idée que l'enfant ne serait vraiment pas le mien, puisque ce serait l'ovule de sa mère, en fait, qui aurait été fécondé par le père, et en fait, qu'on m'implanterait, moi, dans mon corps. Parce que la mère, pour une raison ou pour une autre, ne veut pas porter l'enfant, que ce soit pour sa carrière ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, comme je dis, vraiment, je serai sa maison pendant 9 mois. Oui, c'est pas porter l'enfant pour sa carrière. Oui, bon, c'est. Il y a quand même des femmes qui ne veulent pas, qui se disent si je tombe enceinte, je vais pas pouvoir être augmentée ou je ne sais quoi. Bon, après, elles ont leurs raisons. Elles sont plus rares, hein, quand même. Jusqu'à présent, les couples qui ont quand même recours à une mère porteuse, c'est souvent parce qu'il y a des difficultés à concevoir un enfant. Mais on peut effectivement aller jusque-là. Des femmes qui peuvent avoir peur de la grossesse en elle-même, de voir leur corps abîmé par une grossesse. Ouais, bon, voilà, ce qui pose question. Moi, j'avais en tête, donc je me disais, oui, mais alors vous, ce ne sont pas mes ovules, ce ne sera vraiment pas mon enfant. Oui, donc, mais vous avez une conception, pardonnez-moi, un peu candide des choses, parce que c'est pas votre enfant. Mais alors effectivement, vous vous concevez comme une maison qui abrite, mais c'est quand même un enfant qui se développe à l'intérieur de vous, alors que vous n'avez pas vécu cette expérience-là. Alors que le fait de la grossesse transforme, si vous voulez, on n'est pas extérieur, c'est pas quelque chose qui se passe de façon comme ça totalement extérieure à soi, pas plus qu'une maternité, hormis si on est dans un déni de grossesse. Évidemment, dans ces cas-là, la grossesse se déroule de façon extérieure à soi. C'est pour ça que, si vous voulez, dans la loi, le fait d'exiger que les femmes aient déjà eu au moins un enfant, si ce n'est plus, c'est qu'au moins elles aient vécu, ressenti, traversé cela. Oui. Bon, donc là, ça serait vraiment la nouveauté. Donc personne ne peut savoir finalement comment il réagirait avant d'avoir vécu l'expérience. Vous voyez, c'est-à-dire que vous en parlez finalement de façon intellectuelle. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est un peu compliqué. Et c'est ce qui interroge sur vos motivations. Derrière vos motivations premières, qui sont, je vous crois tout à fait, sincère, Charlène, quand vous disiez faire le cadeau à un couple. Mais finalement, et vous, dans tout ça ? Où en êtes-vous ? Parce que moi, ce qui m'interroge, c'est que vous avez 29 ans. Oui. C'est l'âge, souvent, où les femmes se projettent
dans une maternité, à la trentaine, les jeunes femmes souvent commencent fortement à songer à avoir un enfant. Et vous, c'est l'âge où vous vous dites à songer à faire un enfant pour un autre, pour une autre, pour un couple. Mhm. Oui, moi je me vois mère pas avant 35 ans en fait. Donc c'est peut-être aussi pour voir comment se déroulera la grossesse, je ne sais pas. Comme un test. Oui, enfin, je trouve que c'est un peu péjoratif de dire ça, puisque vraiment, mon idée première, moi, c'est vraiment la générosité. Voilà, je questionnerai le couple, Oui, j'irai voir l'entourage. Charlène, derrière tout acte de générosité, et encore une fois, je ne mets pas en cause, je pense que consciemment, sincèrement, il y a de la générosité, il y a ce désir-là. Mais il y a toujours des motivations qui sont plus complexes. Mhm. C'est vrai que c'est une idée j'y pense de plus en plus. Bon, maintenant, le fait d'en parler n'engage à rien. Il y a peut-être quelque chose, si vous voulez, quand vous dites, pourquoi 35 ans d'ailleurs? Pourquoi cet âge-là? Qu'est-ce qui fait que... J'ai toujours eu cette idée. Depuis que j'ai 16-17 ans, je me suis dit, j'aurai mon premier enfant à 35 ans. Puisque j'ai l'impression qu'à 35 ans, c'est là vraiment que je serai une vraie femme, que j'aurai un emploi fixe, une maison, que je serai peut-être mariée. Enfin, c'est cette idée-là que j'ai. Et cette grossesse, alors, si vous en aviez, ce qui ne serait pas possible, mais ça serait quand même physiologiquement, vous auriez accouché d'un enfant, en étant mère porteuse. Mm-hmm. Qui ne serait pas le vôtre, mais c'est vrai que... J'ai même déjà pensé à la suite et je me suis dit, si j'ai beaucoup de lait, j'irai dans les maternités pour proposer mon lait à des bébés prématurés, par exemple. J'ai déjà pensé même à la suite. Je crois qu'il y a chez vous, au fond, quelque chose d'un désir. Il y a quelque chose d'un désir et en même temps d'une peur. Oui, c'est vrai, peut-être de ne pas être à la hauteur. Oui. Je pense. Donc au départ, ça serait comme une étape, c'est-à-dire être d'abord la maison. Ce qui est en soi une belle image, d'être la maison qui abrite et qui protège. C'est ce qu'est le corps de la mère au début. Mais comme si vous aviez peur de ne pas pouvoir être autre chose qu'une maison accueillante et douillette. Je sais que quand il sera à l'intérieur de moi, oui, je pourrai le protéger de tout. Oui. Alors qu'après... Oui, vous avez peur de ça, de la suite. Oui. Qu'est-ce qui se passera une fois qu'il y aura la première séparation que représente la naissance? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et pourquoi finalement vous dites que vous ne parviendrez pas, vous ne sauriez pas le protéger, vous auriez le sentiment de ne pas être à la hauteur, pour reprendre votre expression? Je me dis que malheureusement, on ne peut jamais tout prévoir, même si on fait son maximum, même si on essaye d'être la meilleure possible, il y a toujours un détail qui fait que la situation peut nous échapper. Oui. Et c'est vrai que moi, j'aime bien tout contrôler, en fait. Oui. Et quelle a été votre naissance à vous? Elle s'est passée comment? Bon, elle s'est bien passée, d'après ce que j'en sais. J'avais mes deux parents, que j'ai toujours d'ailleurs. Et votre mère vous a eu à quel âge, vous? À 29 ans. Oui, tiens. Ça vient juste de me... Oui. Et puis, oui, vous me posez la question, et lui, elle m'a eu à 29 ans. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien... s'il y a quelque chose qui fait que c'est pour ça que j'ai ce désir maintenant. Oui, certainement. Oui. C'est pas neutre. C'est pas neutre d'être dans toutes ces interrogations autour de la maternité au moment où votre mère vous a mise au monde. Et où en même temps, vous vous demandez si vous-même, vous allez pouvoir être à la hauteur finalement. On se demande, c'est-à-dire ne pas seulement être la fille de votre mère, mais pouvoir devenir une mère à votre tour. Parce que j'ai toujours, j'ai le sentiment
pas encore être une vraie femme. Enfin, je sais pas comment expliquer, comme si j'étais toujours, oui, la fille de, Oui. la sœur de, la tata même. Mais Oui. je ne me vois pas comme une femme. Oui. Et oui, c'est-à-dire que devenir mère, c'est se retrouver à égalité avec sa propre mère. Ah oui, peut-être qu'il y a de ça. Oui, j'y avais jamais pensé, mais effectivement. Donc c'est un moment un peu complexe. Donc dans la situation que vous évoquez, au fond, vous portez un enfant, mais vous ne le gardez pas avec vous. Donc vous restez fille. Oui, en fait, vous j'aurais confiez le à un sentiment couple d'avoir évolué pendant la grossesse, puis après je me ressentirai comme avant, en fait. Voilà, vous restez une fille qui confie le bébé à un couple. Oui. Hein? Parce que au fond, vous ne vous sentez pas encore suffisamment à la hauteur. Mais vous savez, Charlène, c'est le bébé fait aussi sa mère. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné. Oui, on apprend au fur et à mesure. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de porter des bébés dans mes bras, et même de les habiller. Mais pour les habiller, par exemple, je mets très très longtemps tellement j'ai peur de leur faire mal, de mal faire. Tellement ils sont fragiles, c'est vrai que ça me fait toujours très peur. Alors que je vois même une femme qui vient d'avoir son premier bébé, elle réussit facilement à lui donner son bain, alors que moi je suis tata plusieurs fois et j'ai toujours besoin que la maman soit derrière moi quand je m'occupe de lui parce que j'ai peur de mal faire. Je me dis, bon, si elle est derrière, qu'elle regarde, je suis sûre qu'il va rien arriver. Oui, vous avez besoin d'un regard rassurant sur vous, qu'on vous dise que vous faites à ce moment-là que vous faites bien, c'est ça. Quelqu'un, oui. Mais beaucoup de jeunes femmes, à ce moment-là, lorsqu'elles deviennent mères, ont besoin comme ça d'une transmission. Et d'une transmission par d'autres femmes. Alors ça peut être la mère, quand elles ont une bonne relation avec celle-ci, ça peut être des tantes, ça peut être comme ça des femmes dans la lignée maternelle. Il y a une transmission comme ça d'un savoir, d'un héritage. Maintenant, comment votre mère est aussi vis-à-vis de vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous valorise sur ce plan-là? Comment finalement est-ce qu'elle vous dans vos gestes, est-ce qu'elle vous permet d'avoir confiance en vous? Bah oui, justement, tout le monde me dit que je m'en occupe bien et c'est vrai que quand je vais chez mon frère pour voir mes nièces et mes neveux, c'est moi la préférée de tous les tatas et de tous les tontons. Bon. Ils courent toujours vers moi dès que j'arrive, ils veulent que je reste pour dormir. Vraiment, parce que moi, je joue vraiment avec. Je veux dire, j'hésite pas à faire des roulottes par terre, ce que ne font pas les autres. Je joue vraiment avec eux. Mais j'ai quand même toujours cette peur comme si j'avais besoin d'un adulte encore derrière moi pour voir que vraiment je fais ce qu'il faut. Oui, parce que vous l'avez dit, vous ne vous sentez pas encore femme. Hein? Oui. Vous vous sentez encore fille. Vous êtes en couple? Non. Non, pas encore. Alors, de toute façon, il y a encore des étapes à franchir, parce que pour faire un bébé, vous n'allez pas faire un bébé toute seule, hein, Charlène. Hein? Donc ça veut dire déjà il y a des étapes dans votre construction, c'est-à-dire un jour vous rencontrerez un homme que vous allez aimer réciproquement et vous aurez un désir avec cet homme d'avoir un enfant de cet homme-là. Oui. Voyez, et aussi il y aura cet homme-là qui sera présent pour vous
et qui sera aussi le père de votre enfant et qui sera présent à vos côtés pour vous épauler aussi. Oui, qui me rassurera. Mais si vous voulez, c'est le fruit d'un cheminement, c'est-à-dire que de toute façon, il y a des si vous voulez, voyez comme partant de notre discussion où vous partez des mères porteuses, il y a quand même quelque chose, vous avez été un peu choquée, et je l'ai dit un peu volontairement pour vous frapper quand je disais comme un test. C'est un peu, je dirais comme si c'était une répétition. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme si, mais ça interroge, il y a votre désir de maternité qui est à l'arrière-plan de tout ça. Mais comme si cela vous faisait très peur au fond. Ah oui, ça, c'est sûr que ça me fait peur. Donc, il n'y a pas d'urgence, vous êtes très jeune. Donc, vous pouvez vous donner du temps, de toute façon, sachant que par rapport à votre question, déjà, en France, c'est interdit, et puis que même dans les pays où c'est autorisé, il faut avoir des enfants, et bon, on comprend pourquoi. Oui. Il y a des messages, les avis sont... de toute façon, il y a Martin qui dit, et puis comment pourrez-vous expliquer à vos enfants que vous étiez mère porteuse avant même de les avoir eux? Bon, de toute façon, je vous dis, la loi ne le permet pas. Mode, on a des auditeurs qui sont plutôt contre les mères porteuses. Nous ne sommes pas aux États-Unis, vous ne pouvez pas porter un bébé comme ça pendant 9 mois et le livrer à une femme qui n'aurait pas voulu porter ce bébé. Le subversif qui dit il est bon d'interroger nos gestes, interrogeons-les tous. Vouloir seulement porter un enfant pose question, tout autant que vouloir être père ou mère, ne l'ignorons pas. Poupig dit est-ce que Charlène se voit avant tout mère ou maman? Bon, il y a également Sylvia qui dit du point de vue de la loi française, si cette jeune femme devient mère porteuse pour une autre femme française, il faut savoir que la loi française ne reconnaîtra jamais l'enfant comme étant l'enfant de la mère receveuse. Il y a en ce moment un cas de jumelle née aux USA où une mère porteuse a donné naissance à un enfant né d'une insémination par le sperme du père. Les plus hautes instances juridiques françaises ont déjà statué, allant jusqu'au Conseil d'État, et les parents ont toujours eu un refus. Les avocats de ces parents pensent faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut penser à tout ça. Sylvia ajoute, de toute façon, ce n'est pas possible en France. Grégory dit c'est une décision complexe à prendre qui doit faire l'objet d'un strict encadrement. Pourquoi vouloir offrir un bébé aux autres avant d'accomplir votre propre vie de maman? Je crois que c'est cela la véritable question. Si cela n'existe pas en France, c'est aussi parce que cet enfantement est parfois motivé pour de mauvaises raisons, notamment financières. Voilà, Charlène. D'accord. Ce qui pouvait être un petit peu dit. Mais je crois, réfléchissez, faites-vous davantage confiance. Et puis, donnez-vous du temps. Je crois que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que ça fait beaucoup, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup été au devant de l'actualité, cette question des mères porteuses, qui est complexe. Moi, je trancherai pas comme ça aussi radicalement que certains de nos auditeurs. Mais je trouve que bon, je comprends vos peurs, c'est par rapport au fait de devenir père ou mère, et c'est pas parce que la maternité c'est pas simplement un processus physiologique. Le fait de mettre au monde un enfant ne fait pas de nous une mère. Sinon, que se passerait-il pour les parents qui adoptent? On peut effectivement être parent, se sentir très fortement parent d'enfants que l'on n'a pas portés. Donc et à l'inverse, ne pas se sentir parent du tout d'enfants que l'on a portés dans son ventre. Donc c'est vraiment aussi un processus physiologique et psychologique. Donc mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, je crois. Oui. Et bon, il y a un cheminement à faire et donnez-vous du temps, je crois. D'accord. Vraiment. Mais en tout cas, c'est gentil de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, je suis là pour ça.
Au revoir Charlène. Au revoir Caroline. Au revoir. James Blunt, So Far Gone. Frédéric nous écrit, Frédéric c'est un homme qui dit une question intéressante pour Charlène, comment a-t-elle envisagé de mettre cet enfant au monde par les voies naturelles, par césarienne? Alors je vais pas poser la question parce que de toute façon c'est pas à l'ordre du jour vu que c'est interdit par la loi, elle a pas eu d'enfant avant, donc je suis pas rentrée dans cet aspect-là parce que je trouve que c'est vrai que ça serait un débat intéressant sur les mères porteuses, on pourra en parler, avoir votre avis, 39-21, mais je trouve que c'est la question en santé chez elle, c'était une façon de détourner pour ne pas aborder son désir de maternité, mais en même temps avec une difficulté chez elle où elle disait je ne me sens pas femme, je me sens encore fille d'eux, et où finalement il n'y avait pas de place pour l'homme dans cette histoire, donc c'était plutôt dans une relation à sa mère, dans une identification à sa mère. Donc il y avait des choses complexes derrière à travailler, certainement à reprendre. Il y a Héliotrope qui dit « Je me suis sentie femme le jour où je suis devenue mère ». Bon, ça montre encore qu'on associe beaucoup les deux, la féminité et la maternité. Ça sera intéressant là aussi vos témoignages où beaucoup de femmes, vous n'avez pas d'enfants et pourtant vous vous sentez femme pleinement dans une féminité pleinement assumée. Appelez-moi 39-21. Hugo dit Charlène, lorsqu'elle aura rencontré l'âme sœur, fera un bébé pour celui-ci et pour elle. Gabriel dit mais on se demande que veut vraiment Charlène, elle parle peu des enfants. Elle parle d'elle, elle veut être mère avant de vivre sa vie de femme. Que cherche-t-elle par rapport à sa propre mère? Oui, il y a une interrogation. Et son père, voulez-vous lui demander? Ça interroge beaucoup. Oui, mais c'est ce qui était intéressant, c'était de sortir de ce côté justement des mères porteuses. C'est pour ça il y a des questions d'actualité qui accrochent. Et que la problématique personnelle était derrière plus complexe. En même temps, un petit message du subversif qui dit ne pas redouter le rôle qui est quand même le plus effrayant qui soit, se lancer sans peur aucune dans la parentalité, ce serait cela qui serait irresponsable. Et là, j'avoue que je le suis complètement, mais bon, on voit beaucoup de gens se lancer comme ça sans se poser beaucoup de questions, alors qu'en soi, c'est quand même un des rôles les plus compliqués qui soient, qu'on assume toute une vie, et c'est vrai qu'il y a de quoi être angoissé. On va accueillir maintenant Colombe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Colombe. Bonsoir Caroline. Alors vous voulez parler d'un livre que j'ai entre les mains, Colombe, d'un très joli livre. Oui, merci. Est-ce que vous l'avez lu, Caroline? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il vous a plu? Oui, je dis c'est un très joli livre, de très jolis poèmes, très agréable à lire, avec très bien illustré aussi. Vraiment et je vous laisse. J'ai noté comme ça quelques poèmes qui m'ont plu. Celui sur La Fontaine, celui. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Je vous laisse vous. C'est un livre qui a été écrit exclusivement par des femmes. Oui, en fait, les textes, c'est moi qui les ai tous écrits, mais je ne savais pas ça. Oui, c'est pas du tout ma vie que je raconte dedans. Non. Moi, le fait est que les gens me racontent beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'abord parce que je répète pas, peut-être. Oui, ça compte. C'est une excellente raison, certainement. Ensuite, parce que je juge pas non plus. Et donc, ça fait que j'avais beaucoup d'histoires dans ma tête. Et que d'un coup, ça m'est venu comme ça. Pendant 9 mois, j'ai écrit. 9 mois, d'ailleurs, c'est rigolo. C'est le temps d'une gestation. Et au bout du compte, je me suis retrouvée avec vraiment beaucoup de textes. Et ces textes ont circulé dans plein de bibliothèques.
Et à chaque fois, je demandais aux gens de m'envoyer les références du texte qu'ils avaient préféré. Donc, on en est arrivé à en choisir 80, je crois. Et avec ces 80 textes, ceux qui avaient le plus plu ou qui avaient eu le plus de demandes, on a fait un livre. Comme j'avais pas d'argent et que j'avais présenté à plusieurs maisons d'édition, on m'avait répondu à chaque fois très gentiment que c'était super, que c'était vachement bien écrit, que c'était plein, mais que j'étais pas connue, donc on ne pouvait pas m'éditer. Donc, j'ai trouvé des fonds, je me suis fait sponsoriser tout simplement par des laboratoires, par la mairie, j'ai trouvé les fonds, quoi. Et j'ai eu beaucoup d'argent, plus que ce dont j'avais besoin. Donc je me suis fait plaisir et j'ai fait un très joli livre. J'ai vraiment choisi exactement comment il serait. La couverture est très belle, elle s'appelle Lune bleue et on voit une femme chevaucher un cheval blanc. Oui. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose d'esthétique et agréable, un peu comme un livre de chevet en fait. Ça fait vraiment livre de contes pour adultes. Un petit peu, oui. Et les enfants adorent. Mon public allait de 7 ça m'étonne pas. À point d'âge. Ça m'étonne pas, oui. C'est les illustrations, même les dessins. Il y a un côté très très naïf, très. Et alors tout ça, c'est quand même. Il faut dire que il est vendu votre livre au profit de l'association de recherche sur la sclérose en plaques. Voilà. En fait, c'était surtout ça le but, parce que moi, je suis membre de l'ARCEP, l'association de recherche sur la sclérose en plaques, qui est d'ailleurs depuis devenue fondation, parce que c'est quelque chose de très important. Et c'était destiné à récolter des fonds. Donc le livre actuellement, il est vendu 15 €, frais de poste compris, donc c'est pas cher. Et tous les bénéfices, c'est-à-dire comme il a été sponsorisé, qu'il a rien coûté à l'association, qui n'a pas mis un centime dedans, chaque fois que le livre est acheté, les 15 € vont, enfin les 15 € moins les frais de port, vont entièrement à l'association. Et donc, ça a quand même rapporté déjà pas mal d'argent. Mais j'arrive en fin de course, c'est-à-dire que bientôt, j'aurai plus de livres. Et à nouveau, je cherche un éditeur pour reprendre le livre, parce que moi, je me dis que toute seule dans mon petit coin, je suis arrivée à faire ce livre sans aucune aide de personne, sans être connue. Et il s'est vendu, en fait, par le bouche à oreille, et de clavier en clavier. Sans aucune publicité, et bientôt il m'en reste peut-être je sais pas 200 ou 300, alors qu'au départ je crois que j'en avais 3000. Donc c'est qu'il a quand même une valeur marchande. Donc c'est déjà énorme, hein, ce que vous avez fait. C'est pas mal, parce que moi j'ai pas de communication dessus, J'ai juste un blog dont je m'occupe plus d'ailleurs. Le blog, il est pas beau du tout parce que c'est moi qui l'ai fait. Je suis pas très douée en informatique, donc le blog est très laid, mais il donne quand même un aperçu du livre. Il suffit d'aller dans un moteur de recherche. Ah, c'est dommage que le blog soit laid, parce que votre livre est tellement beau. Oui, lui. le blog, il est pas beau. Ah bon? Mais il est fait maison, alors forcément. Ben oui, vous pouvez pas tout faire. Non, il faudrait quelqu'un qui soit plus doué pour ça, ça, clair, oui. qui pourrait peut-être vous donner un coup de main pour faire quelque chose d'attractif, parce que ça compte. C'est vraiment dur de trouver des bénévoles, en fait. Et donc, même au sein de l'association, de la même au sein de la fondation, quelqu'un peut vous aider. L'ARCEP n'aide pas tellement les membres actifs. C'est plutôt à nous on est là surtout pour faire rentrer de l'argent dans l'association et pas pour en dépenser. Donc l'ARCEP a des gros moyens, mais elle fait peu de communication. C'est une association qui est très puissante, mais qui est pas très connue, parce qu'en fait tout ce qu'elle gagne, ça va vraiment à la recherche. Il n'y a rien de perdu chez nous. Donc, c'est vrai que j'ai pas non plus, je les ai peut-être pas non plus tellement sollicités, vu que ça marchait, je m'en suis contentée.
Mais il y a peut-être parmi les auditeurs des personnes qui pourraient vous filer un coup de main, qui sont très à l'aise, très pro dans le domaine de l'informatique. Vous pouvez le donner, votre blog. Oui, ça j'en doute pas, c'est obligé. Vous pouvez le donner, votre blog. On peut aller voir déjà. Pour ceux qui veulent le voir, en fait, c'est facile. Il faut aller sur Google, il faut taper Lune bleue colombe, et normalement on arrive dessus. Lune bleue colombe. Voilà, lune au pluriel, bleu au pluriel et colombe. Et normalement, on tombe dessus. Il est bien référencé, par contre. Alors, il y a quelques petits textes où vous dites « Et si j'étais princesse, serais-tu mon page ou mon prince ? Si j'étais infirmière, serais-tu malade ou médecin ? Si j'étais religieuse, serais-tu pâtissier ou curé ? Et si j'étais maîtresse, serais-tu amant ou élève ?» Il y en a quelques-unes comme ça sur le désir, où vous dites « Avant, je te voulais, maintenant je t'en veux, car toi, tu ne sais pas encore ce que tu veux. Je voudrais bien alors pouvoir vouloir pour toi, mais à ce moment-là, voudrais-je encore de toi ? Que veux-tu ? C'est ainsi, que tu le veuilles ou non. » C'est des textes où il y a Pénélope aussi. Ulysse s'en est allé par-delà l'océan, rejoindre ses sirènes et sa pâle méduse. Ulysse s'en est allé en laissant Pénélope s'ennuyer toute seule et devant son ouvrage. Ulysse est un vieux fou qui n'a pas bien compris que les temps ont changé et les femmes aussi. Pénélope a rangé ses aiguilles et ses fils. Elle s'est regardée dans son plus grand miroir et puis elle a sorti ses robes les plus belles. Elle n'a pas hésité, elle a pris la plus courte, elle a battu des cils et s'est remaquillée. Elle a cherché son sac et ses clés de voiture. Cet homme n'est plus là, puisqu'il en est ainsi. Cette nuit, elle ira danser avec les loups. Ulysse est un vieux fou qui n'a pas bien compris que les temps ont changé et les femmes aussi. Il y a de très jolis textes par thème autour de, donc là c'est sur la féminité, il y a la complicité, il y a la maternité, on en parlait, il y a la fidélité, il y a la légèreté, la sérénité. Enfin c'est vraiment un joli livre. Il y a d'ailleurs Sergio qui envoie un petit SMS pour dire ça donne vraiment envie votre livre. Où peut-on le trouver ? En fait, c'est très très simple. Il faut aller sur le blog et puis il y a toutes mes coordonnées pour. Moi, je l'envoie par la poste contre un chèque de 15 € et je l'envoie. Mais en fait, mon but, c'était surtout de faire appel à une maison d'édition pour reprendre le livre. Alors évidemment, on ne pourrait pas vendre l'intégralité, faire passer la totalité de la vente au bénéfice de l'ARCEP. Ça, c'est pas possible. Il faut que l'éditeur puisse se payer dessus. Mais moi, comme je prends pas de droits d'auteur, je cède mes droits d'auteur. D'accord. Et ça pourrait pérenniser l'action, parce que c'est important, parce que l'ARCEP, elle a plusieurs vocations. La première vocation, c'est de récolter des fonds. Donc, si chaque fois qu'on achète un livre, il y en a un peu qui va... il y a la totalité de ce que je pourrais éventuellement toucher en tant qu'auteur qui va à l'ARCEP, c'est toujours ça qui est pris. Et puis, c'est un rôle d'information aussi. Donc, si quelque part dans le livre, pas en première de coup, parce qu'il faut que ça reste un joli livre, mais que comme je l'ai fait à la fin, j'ai mis les remerciements. On peut parler de l'ARCEP et dire à quoi elle sert et donner par exemple son adresse et dire que le livre est vendu au profit de cette fondation. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors bon, avis, il y a peut-être dans le monde de l'édition quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie de vous donner un coup de pouce. Et je vous dis, ça a rien d'une démarche misérabiliste, parce que encore une fois, j'ai votre livre entre les mains. J'en reçois beaucoup de livres. C'est vrai que le monde de l'édition, c'est fou quand on voit le nombre de livres qui sortent. Chaque année, on est submergé. Et parfois, franchement, autant l'extérieur que l'intérieur, c'est pas ça. Et là, je vous assure que c'est vraiment un livre de contes je trouve, pour adultes. Il y a du fond et c'est beau en plus. Donc, et là, c'est pour une belle cause. Donc, si un éditeur écoute, si quelqu'un dans ce monde-là nous écoute, franchement, ça vaut le coup. Appelez le 3921 ou contactez le blog, redonnez-le. On fera vraiment suivre. Alors, il y a Sergio qui dit, si j'ai pas d'ordi ni d'internet, je peux pas me procurer le livre. Non, Sergio, demandez votre fille, votre petite Charlotte, mais elle va... En antenne, il peut demander mes coordonnées,
Ah ben voilà Sergio, il est malin ce Sergio. Il sait toujours y faire pour avoir les coordonnées des dames hors antenne. Alors on lui donnera. Et puis il y a Martin qui dit que si vous avez besoin d'un coup de main pour embellir votre blog, il est volontaire. Ben Martin, à ce moment-là, soit vous nous appelez au 39 21, soit vous me renvoyez un petit SMS avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse se transmettre à Colombe. Oui, volontiers. Moi, je suis preneuse de toutes les Mais aides. il faudrait que vous nous redonniez votre blog à l'antenne. Alors, c'est facile. Hein. Pour le trouver, il faut aller dans Google. Il faut taper lune au pluriel. Ensuite, bleu au pluriel. Et ensuite, Colombe. Et normalement, on arrive dessus. Voilà, vous allez dans Google, lune bleue. Oui, et lune bleue, les deux au pluriel. Les deux au pluriel et après Colombe. Voilà. Il y a Lola qui dit j'ai trouvé les textes magnifiques et il y en a beaucoup comme ça. Je vous souhaite plein de succès et je pense acheter votre livre dès que je l'aurai trouvé. C'est gentil. Et moi, en fait, donc je fais appel à un éditeur. Pour la petite histoire, en général, quand vous envoyez, je l'ai envoyé sous forme de maquette, hein, pas sous la forme terminée. Donc c'était simplement des feuilles sous format Word. Et donc c'était pas encore très très attrayant. Il y a plusieurs maisons d'édition, j'ai plus les noms, sauf l'édition de l'Arche, dont je me rappelle très bien, qui m'ont dit que ce n'était pas publiable, non pas parce que c'était pas bon, mais parce que j'étais pas connue. Et les éditions de l'Arche, il y avait un mot manuscrit avec, alors qu'en général on envoie des lettres types, avec un encouragement, des félicitations et quelqu'un, je ne sais pas qui en fait, hein, mais qui avait mis persévérer parce que c'est vraiment bien. Mais c'est ce qui est terrible parce que bon, en même temps, c'est super les mots d'encouragement, mais dans ce monde parfois de l'édition, voilà. Vous n'êtes pas connu. Alors maintenant, en revanche, on voit des gens connus parce que parfois ils ont participé à une émission de télé-réalité et on voit leur biographie, si on peut parler d'une biographie, parce que sur leur histoire, ils sont passés à la télé-réalité, ils racontent leur aventure entre guillemets. Enfin, vous voyez, on n'en a rien à faire. En fait, il aurait fallu que je fasse le loft ou un truc comme ça, mais moi, je suis pas comme ça m'intéresse pas de faire. Non, mais il y a vraiment dans le monde de l'édition, parfois ça tourne pas rond. Hein. Oui. Alors, on va accueillir Antoine qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir. Bonsoir Antoine. Oui, j'ai souhaité réagir parce que j'ai entendu que effectivement il y avait des choses de faites pour l'ARCEP. Oui. Et c'est pas toujours très connu, mais ce que je trouve de bien, c'est de travailler pour la recherche médicale parce que la sclérose en plaques touche quand même pas mal de personnes et a besoin de fonds pour essayer de trouver un remède pour soigner les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Oui. Et j'ai souhaité... juste, une personne sur 1000, ça touche. Bah oui, absolument. Et puis, tout le monde n'est pas dans le même cas. Il y en a qui sont plus atteints que d'autres. Oui. Mais ce que je trouve bien, et j'ai souhaité réagir parce que avec une équipe de bénévoles, nous organisons un concours hippique. Et c'est un des plus importants au niveau national qui a lieu à Cabourg. Oui. Cette année, par exemple, il va avoir lieu du 27, 28 et 29 mai. Oui. Et tous nos bénéfices sont reversés également au profit de la recherche médicale, donc au profit de l'ARCEP. Alors, à juste titre, vous disiez tout à l'heure que l'ARCEP, effectivement, n'a pas d'argent à donner, mais souhaite en recevoir. Et pour avoir discuté un peu avec eux, en fait, il y a beaucoup d'associations comme la nôtre, ou comme vous, qui essayaient de vendre quelque chose ou d'offrir quelque chose à des gens, et en contrepartie, les dons qui sont faits ou les gens qui viennent assister à un spectacle ou qui achètent votre livre participent indirectement à la recherche médicale. C'est ça. En fait, la philosophie de l'ARCEP, c'est que nous, on ne fait jamais la quête ni la manche. Et voilà. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est on fait des actions, alors on fait des concerts. Là, c'est le concours hippique de Cabourg qui est très connu et que je connais. Ah bah c'est gentil, merci. Oui, bien sûr, oui, il a à chaque fois un écho quand même important. Oui. Donc voilà, nous, l'ARCEP ne fait pas la manche. On n'est pas là pour tendre la main.
quand on fait quelque chose, on donne quelque chose en échange. Avant, moi, j'ai fait d'autres manifestations et je dois dire aussi, j'en profite pour dire que j'ai toujours été très accompagnée par les Lions Club qui font énormément. Également aussi, oui. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire. Je trouve que le principe est bon. Nous, notre concours hippique, par exemple, il est gratuit, c'est-à-dire que, sauf les cavaliers qui viennent avec leurs engagements, et on arrive quand même sur 3 ou 5 jours à faire sauter 3900 cavaliers, donc c'est quand même un concours qui est assez important. Énorme, hein. Et les gens qui veulent venir sur le site, puisque c'est sur l'hippodrome de Cabourg, alors cette année on est un petit peu embêté parce qu'il y a le G8 ou le G20 qui va avoir lieu 2 jours avant, donc on ne peut pas trop faire le concours sur 5 jours, mais les gens qui viennent sur le site peuvent rentrer gratuitement et peuvent voir sauter des cavaliers. Alors soit c'est Eric Navet qui est un de nos partenaires, qui est quand même un champion olympique, et soit des amateurs qui viennent et qui peuvent détendre leur cheval, je dirais, sur la même carrière de détente qu'Eric Navet, qui fait que ça fait un concours qui est un peu atypique. D'accord, donc on va, en tout cas vous participez aussi à votre façon, grâce à ce concours, finalement à faire avancer la recherche contre la sclérose en plaques. Pour trouver des fonds, et nous avons comme parrain le professeur Lioncan qui est directeur du service neurologique de la Pitié-Salpêtrière. Et grâce à lui, on sait que l'argent qu'on recueille, bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. On a dû reverser, je crois, près de 300 000 euros en 5-6 ans. Bah quand même, attendez, c'est toujours déjà pas mal, mais pour la recherche médicale. Pour la recherche, évidemment, la recherche, c'est de tels budgets, il faut beaucoup d'argent pour la recherche. Évidemment, ça paraît des sommes comme ça très importantes, mais il y a au niveau du matériel, au niveau, ça mais demande. Bon, c'est toujours ça parce qu'il faut, à mon avis, le faire. Et c'est pour ça que j'invite les gens à acheter le livre de votre auditrice, parce que même si c'est 15 euros plus 15 euros multipliés par des centaines de livres, ça finit par faire une somme. Plus nous ce que l'on fait, plus d'autres qui le font aussi, parce qu'il y a d'autres organisations sportives qui reversent aussi leurs bénéfices à l'ARCEP. Et en fait, on s'aperçoit que plein de petites actions finissent par faire des sommes non négligeables et les petits cours d'eau forment les grandes rivières. Oui, Absolument. regardez, moi j'en avais au départ, je crois que je l'avais fait tirer à 3000 exemplaires. D'ailleurs, quand ça a été livré, j'étais affolée parce que ça rentrait dans la maison et je savais plus où les mettre. C'était une horreur. Et donc à chaque fois, ça représentait quand même chaque livre 15 euros. Et il m'en reste combien? Là, il doit m'en rester 300. Bon, alors, donc tout ce que j'ai vendu multiplié par 15, ça fait quand même, multiplié par 12, puisqu'il y a 3 euros de frais de port, multiplié par 12. En tout cas, merci beaucoup Antoine, bonne journée alors pour ce concours hippique. On peut voir le site, moi c'est jumpingcabourg.fr, donc c'est très simple. Et si votre auditrice veut regarder aussi le site, elle peut après nous contacter éventuellement en tapant sur contact. Voilà, un petit peu de pub également. Et on a aussi des personnes qui nous aident pour tout ce qui est communication, blog ou autre, donc éventuellement si elle veut un coup de main, il n'y a pas de problème. Vous ferez aussi comme ça avancer la recherche. Il y a également Willy qui dit c'est vrai que le blog ne met pas en valeur le texte, je pourrais vous aider à améliorer ce blog, j'en ai un sur la même plateforme, en tout cas bravo, belle action. Il y a Martin qui vous a donné son email, donc ne raccrochez pas ma chère Colombe, on va vous donner ses coordonnées. D'accord. Il y a Hugo qui dit moi je viens d'aller voir votre blog, il est loin d'être laid. Et c'est vrai que Fifi me l'a mis sous les yeux là. Écoutez, moi je trouve qu'il est pas si mal que ça votre blog. Ah oui, mais bon. Quand on voit les blogs qu'on fait maintenant, je vous assure qu'il est ridicule. Oui, c'est ça. Il paraît que bon, écoutez, et moi je trouve que déjà on voit en couverture votre livre et tout, je le trouve pas si mal. Mais si on peut l'améliorer et que ça peut le rendre encore plus attractif. Je suis sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui écoute. Il y a Martin déjà qui se propose et puis peut-être j'espère dans le monde de l'édition, des gens qui se lancent un peu et qui vont au-delà des gens connus quoi. Ça serait pas mal. Écoutez-moi, je voulais vous dire une chose, c'est que si Saint-Exupéry est arrivé maintenant avec son Petit Prince, personne ne l'éditerait, ça c'est clair. Ouais. Peut-être.
S'il n'était pas connu, j'entends. Hein. Il y a d'ailleurs un texte sur Le Petit Prince. Ouais. Oui, parce que moi j'adore Le Petit Prince. Oui. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Colombe. On vous souhaite beaucoup de succès. On transmet évidemment si on a de notre côté des réponses pour vous. Ne raccrochez pas parce que Justin va vous transmettre des coordonnées. Merci Antoine également. Merci au revoir. À tous. Au revoir. Allez, après le cocktail de Zaza Fournier, vodka fraise, le journal. Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, c'est à vous, vous avez la parole encore pendant un petit peu moins d'une heure. Vous pouvez appeler le 39 21 pour témoigner, pour parler de vous, pour réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne en appelant ce même numéro. Vous pouvez également nous envoyer des courriels sur le site europe1.fr ou des SMS au 7 39 21. Il y a le chaton qui dit merci à Colombe d'avoir parlé de cette maladie. Je suis moi-même atteinte d'une sclérose en plaques depuis 21 ans et je suis adhérente à l'ARCEP. On va, après une page littérature, parler de cinéma avec l'ami Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, quel est votre dernier coup de cœur? Tomboy. Ah. Tomboy, magnifique film. Je me suis trompé lors de ma dernière intervention quand je disais qu'à l'approche du Festival de Cannes, il fallait s'attendre à une vague de films beaucoup moins intéressants. Bon, des films pas intéressants, ça ne manque pas. Hein. Mais oui, parce que finalement, vous nous disiez, oh non, jusqu'à Cannes, je crois que je ne vais plus fréquenter les salles obscures. Et en fait, finalement, vous continuez, hein. Vous trouvez des pépites. Oui. Tomboy est un film magnifique. Tomboy, c'est un terme anglais qui veut dire garçon manqué, mais c'est un film français, réalisé par une jeune cinéaste, Céline Sciamma. C'est son second film. Et rien que de voir l'affiche du film, elle est merveilleuse, cette affiche. C'est tout simple, c'est le visage en gros plan d'un enfant. Un visage d'ange avec les cheveux courts, blonds et des beaux yeux bleus. Et quand on regarde ce visage, on se dit, si c'est une fille, on dirait un garçon. Si c'est un garçon, on dirait une fille. Et tout le sujet du film est là. C'est l'histoire d'une gamine de 10 ans qui, au début par jeu, se fait passer pour un garçon. Voilà. C'est un jeu au départ. C'est un jeu, oui. Mais alors, faut voir comment joue cette gamine. Elle est formidable. Et encore, là, je veux un peu la mèche parce qu'on apprend que c'est une fille au bout d'un quart d'heure. Mais bon. Tout repose sur ses épaules, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le film est magnifiquement bien fait. Elle s'appelle Laure. Et suite au déménagement de ses parents en plein été, au changement de région et tout, elle fait la connaissance des adolescents du quartier. Et il y a une autre fillette qui la regarde et dit comment tu t'appelles, et elle dit Michael. Et voilà. Et le film démarre le film démarre réellement. Et c'est palpitant, c'est formidable parce que ça devient même, il y a du suspense, on se dit, mais enfin, cette histoire, comment ça va finir quand le poteau rose sera découvert. Voilà, et je ne dis pas la fin, certainement pas. Oui. Mais il y a une intrigue, c'est psychologique, on comprend, enfin Mais écoutez, c'est sur l'identité sexuelle de ces enfants. Elle a quel âge dans une dizaine d'années, 10-12 ans. Oui. 10-12 ans. Ouais. Mais il faut voir un peu le jeu de cette gamine parce que vraiment elle est magnifique de visage, mais elle a une démarche de garçon. Elle joue au football avec les garçons et tout le monde croit que c'est un garçon. Oui, ça doit pas être simple pour une jeune comédienne de se glisser dans la peau comme ça d'un tel personnage. Oui. Et
dans le film, il y a une autre gamine de Lisa qui s'appelle, eh bien, elle tombe amoureuse de lui. Elle tombe amoureuse de Michael. Ah, oui. Voilà, c'est très fin comme histoire. Ouais. Alors, si vous voulez le voir, allez-y, parce qu'il est sorti il y a 15 jours, et avec l'approche du Festival de Cannes, tous ces films-là vont être très vite balayés. Vous pensez ? Ah oui. Oui, vous savez, le Festival de Cannes arrive dans 8 jours. Il n'est pas partout, hein. Il n'est pas dans toutes les salles. Non, c'est un film arrêt, il n'est pas dans toutes les salles. Non, il y a peu de copies, c'est sûr. D'ailleurs, ça pose question, cette expression « garçon manqué ». On ne dit pas « fille manquée ». Non, c'est vrai. Hein ? C'est vrai. C'est quand même pourquoi d'une fille qui aurait comme ça une allure un peu masculine, on dirait d'elle un garçon manqué et pas l'inverse. Non, mais là c'est sûr que Cécile Sciamma qui a réalisé ce film, moi je la complimente parce que vraiment elle a abordé ce sujet, c'est un sujet casse-gueule comme on dit, avec délicatesse et grande sensibilité. C'est subtil, hein, d'après ce que vous dites. Très subtil. C'est un film surprenant et très subtil. C'est plein de grâce, c'est palpitant. On se dit, mais ça va finir cette histoire. Comment ça va finir ? Oui. Et ça finit d'une manière, ça se déroule et ça finit d'une manière très intelligente. Oui. C'est un film qui fait honneur au cinéma français. Cocorico, un de plus. Mais écoutez, une fois de plus, vous nous donnez envie d'aller le voir. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, je lisais un article sur un film qui sort aujourd'hui et que j'irai voir puisque c'est le nouveau film avec Yolande Moreau. Ah oui, voilà, oui, qui Wendy Bouchard en parlait hier soir. Hein, je l'ai entendu hier soir. Oui, dans son journal. Avec le même metteur en scène que Séraphine. Oui. Séraphine était un très bon film. Ça doit être un film également. Là aussi, enfin la façon dont elle était interviewée. Là aussi, c'est vraiment. Yolande Moreau, c'est une. C'est une très comédienne. Bonne nature, très grande comédienne, oui. Très grande comédienne, oui. Elle est vraiment à part aussi, très très singulière, une personnalité très singulière, mais très grande comédienne. Voilà. Bon, mais vous allez être très occupé là dans les semaines qui viennent. Allez voir Tomboy, le Festival de Cannes commence la semaine prochaine. Il y aura des films qui sortiront en même temps. Bon, on vous retrouve en direct du Martinez ? Pourquoi pas. Vous savez, j'y suis déjà allé à Cannes 3 fois au festival, oui. Oui. Mais là, ça me dit plus rien. Non. Trop de monde pour voir les films, c'est la bousculade. Il faut montrer patte blanche. Alors moi, j'irais bien cette année rien que pour Robert De Niro. Hein. Ah oui. Moi, je suis. Je suis. J'ai un faible pour Robert De Niro. C'est vrai. Moi, il me fait complètement craquer. Hein. C'est un grand. C'est un grand. Oui, moi, rien que pour lui, je me ferais l'anglais. Vous voyez, la méthode assimile là, jour et nuit. Hein. Pour pouvoir lui dire 2 mots. Hein. Oui. Dans la sélection de Cannes, moi, il me tarde. Je ne sais pas quand ce qui va sortir, mais il y aura le nouveau film de Nanni Moretti avec Michel Piccoli dans le rôle du pape. Il me tarde de voir. Ah bon ? Oui. Ça serait formidable de revoir Michel Piccoli. Oui. Alors le film sera en compétition au festival, mais quand est-ce qu'il sortira après, je ne le sais pas. Mais il y a des films importants qui vont sortir en même temps. Bon, je sais pas, j'aime bien peut-être un petit peu entre parenthèses le nouveau Woody Allen qui fait le Minuit à Paris, Midnight in Paris, là, avec l'apparition de Carla Bruni, on ne parle que de ça. Mais bon, l'ouverture de Cannes, mais il y aura le nouveau film dans 8 jours, ils sortent en même temps le nouveau film des frères Dardenne avec Cécile de France qui a pour titre Le gamin au vélo, et il y aura le grand film américain de Terrence Malick, il sort aussi dans 8 jours, The Tree of Life, l'arbre de vie, interprété, excusez-moi l'affiche, par Brad Pitt et Sean Penn. Waouh! Voilà. Ah oui, là c'est vraiment une rencontre au sommet. Et là, cette année, c'est le seul film américain qui sera en compétition à Cannes. Mais là, vous n'allez plus quitter les salles obscures, là. On va plus vous voir, là. Il y a du grain à moudre. Bon, alors je vous dis, on se rappelle à la fin du festival. Ok. Hein?
D'accord. Écoutez, avec toujours grand plaisir, Yves. Merci Caroline. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde. Bon festival. Ah, ça fait du bien d'entendre Michel Jonas, la boîte de jazz. Bonsoir Corinne. Ah, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Et je voulais vous remercier aussi pour toutes ces années d'écoute. Et aujourd'hui, je franchis le pas de vous appeler. Oui. Alors, pas parce que depuis toutes ces années, j'étais un peu perdue dans mon histoire, mais parce que c'était très intéressant et j'aime beaucoup se tourner toujours vers les autres. Et donc, du coup, c'est toujours très intéressant d'entendre tous ces témoignages et toutes ces vies. Oui. Donc voilà, moi, c'est à mon tour. Merci parce qu'on apprend à travers comme ça les vies des autres, on retrouve toujours un peu de soi. Donc en témoignant, vous nous apportez aussi finalement aussi de vous à travers votre histoire. On se retrouve et certains vont certainement y retrouver un peu de leur histoire. Oui, tout à fait, oui. Peut-être, oui. Donc, en fait, je ne sais pas par trop quel bout commencer, mais... Alors, vous êtes depuis plusieurs années avec un homme que vous avez rencontré il y a 6 ans. Oui, c'est cela, oui. Et en fait, votre relation est ponctuée de beaucoup de ruptures. Oui, moi-même qui rompt à chaque fois et en fait c'est un homme qui j'aurais toujours voulu qu'il soit mon ami en fait et du coup le fait d'être tombée amoureuse ça a complètement changé forcément la relation puisque moi j'ai à un moment donné j'ai voulu aller plus loin et je me suis pas rendu compte, j'ai peut-être pas entendu non plus son message à lui, qu'il n'était pas prêt, et j'ai pas voulu le voir, ou j'étais aveugle. Et tout ça tout ça pour dire aujourd'hui est fait de désamour, de retrouvailles heureuses, malheureuses. Mais aujourd'hui, je l'ai retrouvé après 6 mois de rupture et ni vu ni entendu. C'est moi qui l'ai recontacté pour le revoir, mais sans aller plus loin dans l'intimité. Et du coup, je me suis laissée aller dans cette, si on peut dire, cette intimité, mais qui n'avait rien à voir avec notre histoire, je dirais, plus charnelle. Mais ce soir, je sais que je me suis trompée, mais je ne sais pas comment lui faire entendre, en fait. J'ai tenté de lui faire entendre, mais lui, il veut me prendre dans ses bras, mais je ne comprends pas trop non plus son mode de fonctionnement par rapport à ça. Donc du coup, je me dis que si l'amitié ne peut pas se créer, quoi. Je suis un peu perdue par rapport à ça, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, je veux refaire ma vie et du coup, c'est pas avec lui, quoi. Je veux partager. Mais disons que c'est peut-être un peu tôt pour parler d'amitié. Si lui, vous aimeriez rompre la relation amoureuse, mais préserver une relation d'amitié. Mais lui n'est peut-être pas prêt à cela. Non. Donc peut-être que c'est un peu prématuré. Et surtout pour demander en plus une intimité tendre avec lui. Vous voyez, vous aimeriez encore la tendresse de cet homme, vous aimeriez qu'il vous prenne dans ses bras. Or lui, cette proximité physique, il ne peut pas vous l'apporter s'il n'y a pas d'avantage, parce que s'il y a encore des sentiments de son côté amoureux pour vous, ça lui est insupportable. Donc il maintient une distance. Oui, tout comme moi, je me suis beaucoup détachée parce qu'il m'y a aidé, puisqu'il y a plein de manquements. Mais tant mieux pour vous. Oui.
Tant mieux, mais c'est là où vous êtes encore dans une certaine ambivalence, c'est-à-dire que à la fois vous voulez, vous n'envisagez pas de faire votre vie, enfin vous ne vous projetez plus dans l'avenir avec lui, et pour autant l'idée de ne plus l'avoir dans votre vie vous paraît douloureuse. Bon, pour le moment, parce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre aussi dans votre vie, hein, Corinne. Ah non, je ne voulais plus personne dans ma vie. J'avais ces 7 derniers mois, je m'étais recentrée sur moi-même. J'étais bien, je suis sereine. Hein, mais... C'est important ça déjà. Hein, oui, tout à fait. Oui, j'ai hiberné tout l'hiver. J'ai vécu plein de petits moments de bonheur. Retrouver un équilibre. Et puis me dire la prochaine personne que je rencontrerai, ça sera dans le partage. Mais c'est déjà bien, vous savez, de pouvoir imaginer, vous projeter avec une autre personne. Parfois, on est tellement désemparé qu'on ne peut même pas dire il y aura un après. Donc, vous avez pu vous retrouver un peu vous en étant plutôt bien. Et vous projetez dans un après. Oui, c'est ça qui est assez curieux et de le revoir. Et bien du coup, je me dis que... Et pourquoi vous le revoyez ? Parce que je n'arrive pas à l'écarter de ma vie, pas sentimentalement, pas amoureusement, mais c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Mais j'arrive pas à me dire que je ne le reverrai plus en fait. Ne vous le dites pas pour le moment, mais que pour le moment vous avez besoin de prendre un peu de distance avec lui et qu'au fond cette distance que vous prenez ne vous réussit pas si mal que ça. Alors il sera toujours temps de voir plus tard. Et vous verrez si plus tard, vous ressentez toujours ce besoin de continuer à ce qu'il soit présent dans votre vie. Vous verrez bien. Ce qui est curieux, c'est que la distance, je l'ai prise pendant 7 mois, là. Oui, mais c'est bien et vous n'en êtes pas si mal, même vous en êtes plutôt bien. Oui, c'est assez curieux, c'est de passer à une telle dépendance, j'allais dire, à tel besoin d'être avec l'autre et puis de passer pas forcément à une autre histoire parce que je ne suis pas dans une autre histoire mais c'est ce qui est d'autant plus constructif, c'est que finalement vous arrivez, parfois on n'arrive pas, on se sort d'une histoire en replongeant tout de suite dans une autre histoire, c'est-à-dire on sort, on ne peut pas passer par la case retour sur soi, où on a besoin de se retrouver au fond. Il y a un temps de transition entre deux histoires où on passe par une phase que certains ne peuvent pas vivre, ce temps même, j'ai envie de dire, par moment qui peut être fait un peu de grisaille, de tristesse, de vide, mais qui peut être qui est un temps nécessaire aussi. Et moi, il a été nécessaire puisque ça a été salutaire, ça a été constructif, ça a été réparateur. Et alors que tant d'hommes sont autour de moi, mais je refusais toute avance et la plupart sont mariés, donc moi c'est pas du tout. Donc c'est ce qui me désole aussi, c'est que tous ce sont des hommes mariés et moi je ne fais pas partie de ce monde-là, quoi. Même si c'est dans l'air du temps, mais c'est pour ça que je rencontre personne en fait, parce que... Mais ça témoigne d'une certaine maturité aussi. Vous auriez pu vous replonger immédiatement, même si, parce que vous étiez presque trop mal, vous replonger immédiatement dans une autre histoire, même si elle ne convenait pas à vos principes, pour ne pas être seule. Ah oui, mais c'était... Voilà, j'ai fait... Et vous avez affronté votre solitude. Tout à fait, elle a été très... Vous l'avez traversée.
Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un côté assez troublant d'avoir une intimité aussi, enfin l'intimité que l'on peut avoir avec quelqu'un que l'on aime. Et puis, eh bien, quand on décide de se séparer de cette personne, de voir qu'il y a un éloignement. Alors, on est tous en train de se dire, cette personne qui a tellement compté, comment après ne peut-elle plus être dans ma vie? Cette personne avec qui j'ai tant partagé de choses, je ne peux plus partager aujourd'hui avec elle. Ça paraît incongru, impensable, angoissant. Enfin, on passe par toutes les étapes, par tous les stades. Et puis, il y a un jour où il y a même des personnes qui se disent au fond on se sépare mais on s'aime toujours, il y a une partie de nous, quelqu'un qu'on a aimé, on la garde en soi, on l'aimera toujours, et puis on se rend compte que même si on est sincère sur le moment quand on dit ça, heureusement il y a de la place pour d'autres amours, et à ce moment-là, quand il y a quelqu'un d'autre dans notre vie, on ressent moins la présence de cet ancien amour, heureusement. Sinon la vie sera assez insupportable. Oui, mais curieusement, je me dis qu'avec toutes ces complicités, parce qu'on est tellement complices, je me dis comment la peur de rencontrer quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que je fuis toutes les autres personnes parce que je me dis que c'est impossible de retrouver cette complicité. Voilà ce que je me dis. Hein, vous n'aurez pas cette complicité-là, vous aurez une autre complicité. Quand vous avez rencontré cet homme au départ, vous ne pensiez pas que vous auriez une telle complicité avec lui au début de votre relation? Non, du tout. C'était fusionnel. Il y avait. Oui. Donc aujourd'hui, je m'étais dit, non, j'ai plus envie de retrouver ça. C'est un peu un rejet en fait. Pas de lui, c'est pas que j'ai lui que je veux plus retrouver, c'est que je veux plus retrouver ça. Je me dis que l'amour fait souffrir. Enfin, il y a des oui, il y a une partie de vous qui se protège. Oui, peut-être de trop. Alors que j'aime la vie, j'aimerais tant pouvoir me dire voilà. Il est là, il me protège, je le protège, c'est tout en étant libre et respectueux, la liberté de chacun, le respect de chacun et nos âges aussi, puisque on a une vie derrière nous et tout ça. Et du coup, oui, mais c'est une fausse protection. Vous vous en rendez compte parce qu'au fond, ça vous empêche d'avancer. J'avance mal en fait, oui. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Le fait de penser que cet homme est une forme de protection, ça en a été une pour vous, mais aujourd'hui, de vous réfugier derrière le fait qu'il pourrait être, en gardant ce lien actuellement avec lui, ça vous protégerait. Pour le moment, il vous protège des autres relations possibles. Ah oui, c'est ça, oui. Je l'avais pas vu comme ça en fait, ouais. Mais les autres, en fait, la plupart sont mariés, donc c'est même. Oui, mais il y a des hommes qui tous les hommes ne sont pas mariés. Non, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, quoi. Oui, mais il y a combien de temps que vous êtes séparés, là, que vous avez pris cette décision? Alors, je l'ai prise il y a 7 mois. Je l'ai plus revu et là récent. Je le revois. Non, et là je le revois depuis 3 semaines, mais sauf que les week-ends. Oui, mais finalement ça vous plonge dans beaucoup de perplexité, dans beaucoup d'interrogations de le revoir. Oui. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour vous? Ah ben non, là je suis convaincue que c'est pas une bonne chose pour refaire ma vie, des projets que l'on avait, où j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est moi seule qui les avais, ces projets-là. Voyez-vous, c'est ça qu'on prête des intentions aux autres. Ou alors, tout dépend. C'est-à-dire que vous revoyez et pour quelle raison le revoyez-vous? C'est-à-dire, au fond, pendant 7 mois, vous ne l'avez pas vu et vous aviez décidé, vous pouviez vous passer de sa présence. Qu'est-ce qui fait que 7 mois plus tard, vous décidez de le revoir? Qu'est-ce qui fait, vous dites, je ne conçois pas, je ne me vois pas dans l'avenir avec lui, mais bon. Mais voilà, il est de nouveau là. Mais pourquoi au bout de 7 mois, reprenez-vous contact avec lui?
c'était la peur de retrouver quelqu'un. Je sais plus. En fait, c'est assez curieux quand même ce sentiment est arrivé à un homme et du coup j'ai pris peur. Je l'ai recontacté pour être certaine que lui n'envisageait pas de renouer, de retrouver, de pouvoir se dire j'ai fait une erreur. Je voulais entendre ça, en fait je l'ai pas entendu. Hein. Mais qu'est-ce que finalement, est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce que lui envisage, est-ce que vous lui avez demandé ce qui veut dire, vous vouliez entendre si lui était prêt à renouer, ce qui veut dire que s'il vous avait dit oui, vous auriez été prête à renouer. Donc lui il a dit oui, il dit à chaque fois que je te vois, je veux te prendre dans mes bras. Et vous me dites que vous ne l'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu quoi? Ce que je n'ai pas entendu, c'est que ce que je ne veux pas entendre, alors que je le vois très fort, j'analyse très fort, il vit au jour le jour en fait. Il se projette pas. Ça c'est différent. Mais il était prêt à renouer avec vous. Oui, puisqu'on se voit. Mais dans la relation. C'est pas clair, hein? Non, dans la relation, il est très distant. Il est. Oui, mais vous m'accorderez que ce n'est pas clair, Corinne. Non, c'est pas clair. Mais non. Et vous-même, vous êtes très très ambivalente. Voilà, moi-même aussi. Mais parce que au fond, cet homme, vous me dites un peu une chose et son contraire. Vous dites que vous ne l'avez pas entendu vous dire qu'il était prêt à renouer, et puis en fait, il vous fait part du fait que lui était prêt à renouer, et vous vous dites oui au jour le jour. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à se projeter dans l'avenir, mais enfin, il est déjà là au jour le jour. Qu'est-ce que vous attendez vous de lui? Qu'il s'engage en fait. Mais de quelle façon? En disant qu'il s'était trompé avant, qu'il avait tous ses manquements, qu'il reconnaissait qu'il pouvait reconnaître tous ses manquements, toutes ses maladresses, tous ses amis autour, mais qu'il avoue toutes ses fautes et puis finalement vous lui donnez l'absolution. C'est un peu ça quand même, hein. Voyez, vous le mettez en position compliquée, cet homme aussi. Oui, ça, ouais. Parce qu'on est toujours deux dans une histoire. Voilà, c'est ça, voilà. Et là, du fait est que parce que soit de deux choses l'une, après tout, votre attitude, elle est quand même, elle est très paradoxale. C'est-à-dire en même temps, vous le recontactez, vous revenez vers lui. C'est bon, admet tous tes manquements, tout ce qui n'a pas été, mais en même temps, je lui ai pas dit ça. Non, mais bien sûr, j'imagine que vous lui avez pas dit de cette façon-là, mais enfin, c'est quand même. Bon, je me sauve. Bon, oui, vous vous sauvez, mais en même temps, vous voulez conserver un lien amical. Donc, soit effectivement, cet homme, vous le considérez comme défaillant et vous vous sauvez, et vous rompez définitivement, soit effectivement, malgré tous ces manquements, et j'ai envie de dire, que je reconnais, on est faillible, tous, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, malgré tout, il y a quelque chose de plus fort qui vous lie à lui, et puis peut-être que de ces manquements, vous vous en accommodez d'une certaine façon. Oui. C'est assez curieux, tous ces désirs de rompre, et puis parce qu'il y a un désir de rompre, et en même temps, derrière, quelque chose qui vous retient d'avancer. Oui, la peur peut-être, je suis assez. C'est toute cette tour d'ivoire là qui s'est de nouveau épaissie, mais en même temps qui m'a fait du bien, mais puis de retour. Enfin, j'aimerais moi-même répondre à toutes ces questions, même si je les ai, et puis du coup je les. J'ai beaucoup de mal en ce moment, en fait.
Ben oui, parce que vous êtes dans une très grande ambivalence vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vouloir le lâcher. Voilà. C'est-à-dire vous voudriez qu'il vous dise voilà, ça ne va pas, lui veut revenir avec vous, mais vous voudriez qu'il soit tel que vous voulez qu'il soit. Cet homme, vous le connaissez depuis 6 ans, vous ne le ferez pas changer. Non. Et ça je le sais, ça compte. Et du coup dès que je le vois tel qu'il est, je fuis en fait. Bon, alors ça peut être une solution, la fuite. Oui. Mais à ce moment-là, vous avez la possibilité, oui, de prendre les jambes à votre cou. Oui, mais oui. Réellement. Oui. Réellement, oui. Pour d'autres... C'est curieux d'avoir tous ces besoins d'être avec quelqu'un et puis de s'apercevoir, puis de le savoir. Parce qu'il a aussi des qualités, cet homme. Hein, vous me parlez de quelqu'un qui vous protège, qui est autre. Donc, vous lui reconnaissez aussi ses qualités. Donc, il n'a pas que des manquements. Ah non, donc là, depuis, vous vous enfermez dans quelque chose. Donc, à vous de voir aussi, au fond, où est votre désir. Et c'est là où vous avez beaucoup de mal. Oui, voilà, oui. Alors sinon, il y a Sergio qui dit « J'ai la solution, tombez folle amoureuse de moi, vous penserez moins à lui. C'est QFD, je ne suis pas mariée, dit Sergio. » Bon. Il intervient souvent sur votre... il me semble avoir retenu. Oui, oui, c'est un fidèle de l'émission, Sergio. Bon, écoutez, c'est à réfléchir. Donnez-vous un peu le temps de la réflexion. 7 mois, c'est court après une séparation ça fait une relation de 6 ans, mais une relation qui a été quand même ponctuée de beaucoup de ruptures. Donc, qu'est-ce qui fait que vous trouvez que cet homme ne s'engage pas? Vous voudriez qu'il s'engage comment? De quelle façon? Quelles sont vos attentes? Que lui reprochez-vous? Dit Cathy, c'est un petit peu tout ce à quoi il faut réfléchir. Le fait que finalement, pendant ces 7 mois, sans lui, vous n'étiez pas si mal. Pourquoi vous reprenez contact avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Reprendre contact avec lui pour finalement, lui est prêt à renouer. Et à ce moment-là, vous lui, au lieu de vous laisser aller au fond à ce désir, c'est non, je ne te propose que mon amitié. Donc, vous voyez, lui aussi, pas étonnant qu'il ne sache plus sur quel pied danser. Vis-à-vis de vous. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est aussi par rapport à votre désir que il faut un petit peu clarifier les choses, je pense. Oui. Merci en tout cas de votre confiance, Corinne. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de tous ces précieux conseils et puis de votre écoute. Ça fait du bien d'en parler. Je suis restée muette très longtemps de cette histoire. J'en parlais à personne en fait. Donc pourquoi? Je j'aime pas trop parler de moi en fait déjà. Et puis oui, mais à vos amis, vous n'en parlez pas? À certains, et puis j'en parlais plus ces derniers mois parce que je me semblais que j'étais plus très crédible. J'avais peur j'ai peur que les gens jugent, même si je me moque un petit peu des jugements des autres, mais il me semble que les gens du fait de ces ruptures qui avaient été fréquentes. Oui, je n'en parlais pas du tout. Non, je restais dans ma douleur. Mais à ce moment-là, plutôt que de rester dans une douleur, et si vous redoutez peut-être un jugement ou qu'on vous donne des conseils qui finalement ne correspondraient pas à ce que vous ressentez et à ce que vous attendez au fond, et que vous avez envie d'y voir plus clair avec votre désir, rien ne vous empêche d'aller en parler à un professionnel. Qui pourra faire en sorte que vous vous entendiez, et qui vous permettra d'entendre peut-être ce qui est en jeu dans cette histoire. Oui, tout à fait, oui. Où vous pourrez vraiment parler, prendre le temps d'y voir plus clair, et là où ça restera entre vous et ce thérapeute. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas d'oreille... Il n'y a pas d'oreille attentive, les gens n'écoutent pas forcément, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je raconte très rarement ma vie en fait. Voilà. Il y a des personnes à l'écoute, mais peut-être qu'à un moment vous ne trouviez pas autour de vous l'écoute que vous souhaitiez. Non, certainement. Donc à ce moment-là, vous pouvez effectivement
démêler ce qui est en jeu pour vous permettre d'avancer, de retrouver une certaine dynamique. Tout à fait. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir. Au revoir Corinne. Beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Des messages. Anna réagit à Yves qui nous parlait du film Tomboy, parce qu'Anna l'a vu également. Elle dit c'est une pure merveille. Cette jeune actrice fabuleuse. Dans ce film, on aborde la sexualité, la quête, l'ambivalence, la mère enceinte désemparée. Un régal à voir absolument. Et puis Hervé Tekel qui me dit je suis un petit nouveau, je serai à Cannes et c'est mon ami Robert qui sera président du jury. Quelle chance vous avez. Allez, on va accueillir Nathalie. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Nathalie. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir pris mon appel. Oui, c'est très bienvenu. De m'avoir accompagné depuis de nombreuses années, parce que je vous écoute très souvent. Ça m'a toujours apporté plein de choses. Ah, c'est moi qui vous remercie. Par rapport au problème que je vais vous exposer. En fait, je suis la tante d'une petite fille, enfin une jeune fille, ma tante qui a 14 ans et demi. Oui. Qui a un petit ami depuis et qui vient de tomber enceinte. Donc qui a malheureusement attendu le dernier moment pour nous le dire. Oui. Donc c'est un petit peu difficile. Le problème qui se pose, c'est que cette petite fille, déjà, sa maman s'est pas trop occupée d'elle, parce que c'est justement moi qui ai géré sa maman, qui a fait des suicides. Donc elle a été souvent là dans des foyers, ainsi de suite. Donc elle est un petit peu perturbée, elle est gardée par sa grand-mère. Et là, bon, je suis un peu ému parce que c'est jamais évident de raconter des choses comme ça. Et là, elle est avec un garçon donc, qui a 21 ans, donc il y a le problème qui se pose, qui est quand même beaucoup plus âgé qu'elle. Donc je me suis un peu renseigné par rapport aux lois. Logiquement, on doit être majeur à 15 ans pour être déjà enceinte. Pour être enceinte, non. La majorité sexuelle est à 15 ans et 3 mois, mais il y a des grossesses plus précoces, hein, malheureusement. Ça, malheureusement, elles peuvent être précoces. C'est pas le souci que ça. Bon, à la limite, elle sera enceinte. C'est pas très bien pour son avenir parce qu'elle n'a pas des études extraordinaires et la vie est dure actuellement. C'est problématique. Oui. Voilà. Et de surcroît, sa maman n'est pas vraiment responsable. Elle est gardée par sa grand-mère qui est quand même âgée. Et ce garçon qui a 21 ans, qui est quand même adulte, lui est étranger, il n'a aucun papier. Non, mais ce qui est fou, c'est que, un garçon de 21 ans, lui, est quand même plus responsable. Il aurait pu faire en sorte il est mature, et il aurait pu d'éviter qu'il y ait une grossesse. Voilà. Donc, alors la première chose quand j'ai su, parce que bon, j'ai une mère un peu à l'ancien, donc on cache tout, on le dit pas. J'ai su par oui dire et ainsi de suite. Et bizarrement, un jour, il arrête et le garçon lui dit tu fumes pas. Donc là, je lui ai dit bah oui, je sais, il paraît que t'es enceinte et tout, mais j'ai demandé à ce garçon, je lui ai dit comment tu envisages l'avenir, tu n'as pas de travail, c'est quand même problématique, c'est pas si simple. Il m'a dit il va y avoir bientôt le bébé, ça va se résoudre. Donc ce qui me fait un peu mal, c'est que ma petite nièce, qui est très amoureuse de ce garçon, pense que le fait qu'elle soit enceinte d'un garçon étranger, avec le fait d'avoir un enfant français, ce garçon va avoir ses papiers. Et elle voit un peu l'avenir tout en rose. Et j'ai très peur que ça va être vraiment loin de ça. Mais parce que votre petite nièce souhaite garder sa grossesse. Ah oui, elle souhaite le garder. Oui, elle souhaite le garder. Donc je lui ai expliqué que c'est pas en gardant cet enfant que malheureusement ce garçon risque de rester en France et ne pas de problème. Alors, je lui ai dit une première fois, ils ont été inquiets, on en a discuté. Elle a vu un médecin qui apparemment l'a conforté en disant mais non, si ta maman porte pas plainte du fait que tu sois mineur et que tu sois enceinte, il n'y aura aucun souci. Le garçon veut la reconnaître. Oui, mais il suffit qu'elle voie un médecin aussi. Tout dépend l'éthique, la morale du médecin. Il suffit qu'elle voie un médecin qui ait des positions idéologiques qui soient contre l'avortement et qui peut l'influencer. Hein. Vous voyez, là, il faut avoir quelqu'un le plus neutre possible. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'influencer qu'une autre façon, mais il faut quand même voir le point de vue de votre jeune nièce, parce que souvent dans ces grossesses comme ça
chez des jeunes filles, vraiment des très jeunes filles, 14 ans et demi. On est vraiment. Elles ont concrètement, elles sont encore très très enfants, même si d'apparence elles ressemblent à des femmes. Sur le plan de la maturité psychique, elles sont loin, elles sont vraiment complètement en construction. Donc il y a un rapport, vous le dites, très particulier aussi à sa mère, avec une mère qui ne s'est jamais occupée d'elle parce qu'elle avait de gros troubles, des gros troubles psychiques. Donc cet enfant, oui, cette maternité, elle peut l'investir aussi, fantasmer beaucoup autour avec cet homme, ce jeune homme de 21 ans, qui peut tout d'un coup, pour elle, c'est une promesse d'avenir. C'est-à-dire, elle peut. C'est ce qui m'inquiète fortement, justement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, on n'est plus dans la réalité. Voilà, on n'est plus dans la réalité avec le côté contrainte que cela aussi peut représente. C'est-à-dire dans un âge où on doit se construire et où on a à charge un enfant à élever. Donc quand on a autour de soi un entourage familial, c'est déjà très complexe. Alors bon, vous êtes là, il y a sa grand-mère, mais c'est... Non, mais sa grand-mère est justement assez inconsciente. Alors bon, on en parle avec sa grand-mère, elle me dit à côté, oui, je lui ai dit que c'était pas bien, machin. Mais quand j'en parle à ma petite nièce devant elle, elle dit à la petite nièce, non, mais fais ce que tu veux, après tout, c'est sa vie. Je dis non, à 14 ans, c'est pas sa vie. À 14 ans, c'est une enfant. C'est à nous de la diriger. À 14 ans, elle n'a pas de travail. Elle est loin d'avoir un travail, parce qu'elle n'a même pas terminé ses études. Ce garçon n'en a pas du tout, puisqu'il est étranger. Il ne pourra pas du tout. Oui, la grand-mère, c'est un petit peu irresponsable de dire c'est sa vie parce que elle reste, si vous voulez, elle a une responsabilité vis-à-vis de sa petite fille, mais en même temps, c'est la grand-mère maternelle. Elle a la garde. C'est elle qui devrait être justement à lui dire fais pas ci ou fais pas. Sans la pousser, parce qu'on ne peut pas pousser un enfant. Il ne s'agit pas de l'influencer, parce que de toute façon le risque, que je ne veux pas. ça serait de faire que votre jeune nièce se braque et prenne une position finalement contraire à ce qu'elle pense être la vôtre, plus pour s'affirmer par rapport à vous que par rapport à son réel désir. Et c'est pour ça que souvent il est important de faire appel à des personnes extérieures au fond, plus neutres. Qui pourraient... Mais je pensais justement qu'avec cette première visite médicale, le médecin sera assez intelligent pour lui expliquer qu'effectivement, elle pouvait garder son enfant, mais avec les risques et avec l'avenir que ça lui promettait. Et apparemment... Mais que lui a-t-il dit, lui ? Mais il aurait dit que ça arrivait très souvent maintenant, que des enfants de 14 ans étaient enceintes, et que, quand on était amoureux, pourquoi pas. Oui, mais enfin, pour autant, est-ce que parce que d'abord très souvent, heureusement, malheureusement, des grossesses chez les adolescentes, ça arrive. 14 ans, c'est quand même extrêmement jeune. Et pour autant, même si ça arrive, est-ce que c'est souhaitable ? C'est la question. Donc, on peut penser que ce médecin... Oui. Mais elle a pas. Ça serait important qu'elle puisse aller dans un centre de planning familial, être rencontrée aussi, voir. Qu'elle puisse voir aussi sur un plan psychologique et pas seulement sous l'angle médical. Oui, mais c'est justement le problème, c'est qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle sait elle se conforte dans son. Elle pense que tout va être très bon. Pour en parler, qu'elle voit quelqu'un. Mais elle se braque justement en pensant que je lui veux son malheur, lorsque moi je veux juste un avenir plus clair, qu'elle soit... Dire que ce serait important qu'elle puisse en parler avec, dire là c'est un peu compliqué, mais que tu puisses voir un peu des personnes extérieures qui ont l'expérience et qui pourraient faire le point avec toi, parce que là avec nous c'est compliqué, tu as l'impression qu'on veut prendre des décisions pour toi, vous pouvez lui dire ce qui n'est pas le cas, parce que c'est ta décision, on la respecte, mais les choses sont compliquées quand même, et plus compliquées que tu ne sembles l'imaginer. Mais malheureusement, elle est une amie qui pense qu'en acceptant tous ses caprices, ça va la rendre heureuse, et on a du mal à justement l'éloigner du cercle familial. Oui, mais c'est pas un caprice, justement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un caprice, et qu'un bébé n'est pas une poupée. Eh oui, non. Ce que je lui ai dit, c'est fini les poussettes et les baigneurs.
Oui, mais une jeune fille de 14 ans peut avoir cette image-là. Alors, elle peut vouloir aussi, ça peut être très complexe, et bon, il peut y avoir à travers cela aussi quelque chose dont elle n'a pas conscience, de réparer sa propre histoire d'enfant à travers ça. Enfin, il y a plein de choses. C'est un amalgame de beaucoup de choses. Certainement, évident, ouais. Certainement. Et c'est pour ça qu'elle se cristallise d'autant plus sur qu'est-ce que cette grossesse vient réactiver chez elle. Alors, c'est vrai que plus elle va vous sentir opposée, voire hostile à cela, plus elle va se braquer. Donc dire peut-être essayer de voir dans un centre de planification où ils ont plus l'habitude de recevoir des adolescents. Là, malheureusement, je dirais que vous êtes tombé sur un médecin qui, visiblement, d'après ce que vous me dites, on peut penser des positions. Oui, je trouve assez léger de tenir ce discours chez une jeune fille parce que c'est fréquent et que, bon, enfin, il faut quand même pouvoir faire la part des choses et dire que ce n'est pas simple. Voilà, ça ne veut pas dire on ne cherche pas à influencer, mais on pose la problématique avec tout ce que cela présente comme difficulté. Oui, avec l'avenir que se me forge devant elle. Oui, tout à fait. Moi, je suis la première, je suis très chrétienne, et l'avortement, j'ai trouvé ça toujours vraiment un dernier recours, parce que je trouve qu'on a vraiment les moyens actuellement d'éviter ce genre de choses. Mais dans l'état actuel des choses, non, on ne peut pas envisager une petite fille si jeune, avec la faiblesse de l'avenir qu'elle a avec un garçon qui, malheureusement, n'a pas des papiers, mais le drame, c'est qu'il pense que le fait qu'elle a un enfant français va arranger toutes les choses. Et c'est ça qui me fait il y a tout un contexte. Si lui, effectivement, n'a pas de papier, peut effectivement lui permettre, lui, d'obtenir la nationalité. Ce qui n'est même plus le cas, en plus. Ce qui n'est même plus le cas. Lui aussi se berce d'illusions. Il risque d'avoir des problèmes, justement, parce que lui est censé être major. Non, mais je crois que l'un et l'autre ne sont pas vraiment dans la réalité. Ce qui est problématique, c'est que pour votre nièce, elle est, je veux dire, même quand sa grand-mère dit c'est sa vie, on a une responsabilité par rapport, je veux dire, à 14 ans, c'est une toute jeune fille, elle est en devenir, elle est en construction. On ne peut pas la traiter comme, même si c'était déjà une jeune fille de 17, 18 ans. Enfin, ça n'a rien à voir. Elle a encore besoin d'une protection et d'adultes autour d'elle. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit de décider, et bien évidemment en aucun cas de lui imposer un avortement, ça serait lui faire violence. De toute façon, c'est interdit et aucun médecin ne ferait cela, et bien heureusement. Mais il faut pouvoir qu'elle rencontre à ce moment-là des personnes, et des personnes souvent extérieures à la famille, qui vont pouvoir prendre le temps de parler un petit peu de au-delà de ce que cette grossesse représente, et de lui parler, de la mettre un peu face à une réalité, c'est-à-dire de la faire sortir du rêve, parce qu'il y a souvent quelque chose de l'enfant qui est promesse d'avenir, l'enfant qui, souvent cela arrive chez des jeunes filles qui sont dans des situations psychologiques ou des situations sociales assez difficiles, et pour qui à ce moment-là devenir mère, c'est aussi exister. C'est là, elles acquièrent un statut, y compris un statut aux yeux de la société, un statut au sein de leur famille. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on peut travailler, même si on peut les amener un petit peu à réfléchir là-dessus. Après, c'est vrai qu'elles prennent leurs décisions, mais réellement en connaissance de cause, et on peut les entourer. Voilà. Mais on peut pas se défausser en disant c'est leur vie, parce que leur vie, n'oublions pas que ce sont des êtres encore en devenir et qui sont eux-mêmes en construction. Donc il y a à la fois leur vie à eux et puis la vie d'un enfant aussi, d'un bébé. Donc ça fait beaucoup de vie dont il est question quand même. Donc on peut pas comme ça faire comme Ponce Pilate et s'en laver les mains. Eh oui, c'est bien. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Donc je trouve qu'il y a une responsabilité à la part, voyez, du médecin, de tout le monde, et je comprends votre inquiétude, et
Vraiment, je vous comprends et essayez de dire, vous pouvez quand même, en tant que vous avez en tant que tante, exiger de prendre un rendez-vous même si elle ne veut pas, dire écoute, moi je tiens à ce que tu rencontres ces personnes. Lui prendre un rendez-vous. Vraiment. Ça, vous pouvez le faire. Familial. Oui, dans un planning familial. Bon courage, Nathalie. Bon courage à vous. Bonne nuit à vous. Faites de beaux rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau. Bonsoir, Émilie.